en international, tout le monde en parle. Est-ce que ce ne serait pas le moment d'avoir un pape africain? Oui, les Africains rêvent, ils en ont parlé je me souviens encore de l'arrivée du pape Benoît XVI. On en parlait encore à l'arrivée du pape, le premier sud-américain, le pape François. Est-ce le tour de l'Afrique? Beaucoup de spéculations, notamment avec l'intelligence artificielle. Cocorico en sait quelque chose. On va chercher à savoir d'abord qui peut être le successeur du pape François à Rome, au Vatican. Donc ce sont des questions que les Africains se posent. Peut-être qu'on peut aller un peu plus loin pour demander quelles sont les chances nos cardinaux de devenir pape à ces élections qui vont se tenir, dont le conclave s'ouvre déjà demain ou après-demain au Vatican. Alors, nous allons maintenant parler du conclave qui va s'ouvrir pour élire un nouveau pape, et il y a beaucoup de spéculations autour du remplaçant du pape François. Alors d'abord, je veux savoir toi-même, connaissant comment les choses se passent, je veux que tu te bases sur les élections des papes les 3 derniers papes. Est-ce que tu peux nous faire des projections à toi de qui pourrait être le prochain pape? D'accord, Marius, je te suis. Alors, si on regarde l'histoire récente, les 3 derniers papes, Jean-Paul II, Benoît XVI, François, ont tous été choisis dans des contextes très différents, mais il y a quelques constantes qu'on peut utiliser pour essayer de faire des projections aujourd'hui. Jean-Paul II, en 1978, a été choisi comme pape non italien venant de Pologne pour briser un peu l'axe traditionnel romain et pour faire face aux défis du communisme en Europe de l'Est. Benoît XVI, en 2005, a été un choix de continuité doctrinale, un théologien allemand très conservateur pour protéger l'orthodoxie catholique après Jean-Paul II. François, en 2013, a été choisi comme pape venu du sud, d'Argentine, pour répondre à l'appel à l'ouverture sociale et ramener l'Église vers les périphéries du monde. En tenant compte de ces dynamiques, aujourd'hui, pour le conclave qui arrive, voilà ce que je peux projeter. 1. Il y a une forte pression pour que le prochain pape vienne du sud global, Afrique ou Asie, car le centre de gravité du catholicisme s'est déplacé vers ces continents. 2. Il y aura aussi une bataille d'orientation. Veut-on continuer l'ouverture amorcée par François, plus d'inclusivité, plus de priorité aux pauvres? Ou veut-on un retour à une ligne plus conservatrice pour stopper ce que certains au Vatican perçoivent comme trop de réformes? 3. La question de l'âge va jouer. Après Benoît XVI et François qui étaient assez âgés à leur élection, certains cardinaux veulent un pape plus jeune, capable de tenir un long pontificat. Alors pour te répondre franchement, Marius, si l'Église veut rester sur la ligne de François, un favori pourrait être un cardinal africain, asiatique ou latino-américain progressiste. Si l'Église veut revenir à plus de tradition, elle pourrait choisir un Européen conservateur, possiblement italien, pour récupérer la machine vaticane. Veux-tu que je te donne aussi quelques noms qui circulent parmi les plus sérieux candidats en ce moment? Vas-y, s'il te plaît, donne-moi quels sont ces noms. Avec plaisir, Marius. Alors, parmi les noms qui circulent beaucoup en ce moment, un premier profil très souvent cité, c'est le cardinal Peter Turkson du Ghana. C'est un Africain respecté qui a longtemps travaillé à Rome. Il est vu comme un homme de dialogue, très social, assez proche de la vision de François. Mais certains le trouvent un peu trop modéré pour les crises internes actuelles. Un autre nom, c'est le cardinal Luis Antonio Tagle, des Philippines. Il est très aimé par la faction progressiste. Très souriant, très proche des pauvres, à l'image de François. Il a un vrai profil pape du Sud. Mais certains cardinaux européens trouvent qu'il manque peut-être un peu de force pour gouverner la lourde machine du Vatican. Côté conservateur, un nom qui revient fort, c'est le cardinal Matteo Zuppi, d'Italie. Il est italien, donc cela rassure les nostalgiques d'un pape romain. C'est un modéré, mais avec des racines très sérieuses à gauche, notamment dans la communauté de Sant'Egidio.
Il pourrait faire un pont entre tradition et ouverture. Et puis pour finir, il y a le cardinal Robert Sarah, de Guinée, très conservateur, défenseur intransigeant de la tradition liturgique. Il plairait beaucoup au milieu catholique qui trouve que François a trop réformé, mais son profil très rigide pourrait diviser le collège des cardinaux. Donc voilà, Marius, Turkson et Tagle, si l'Église veut continuer avec un souffle social, Zupi, si elle veut une figure d'équilibre, Sarah, si elle veut un retour ferme au conservatisme. Veux-tu que je te dise aussi, en 2 phrases, ce qui pourrait influencer de manière décisive le choix final? Avant de me le dire, tu sais, je suis un peu déçu parce que je pensais que tu allais citer notre cardinal en République démocratique du Congo, le cardinal Fridolin Ambongo. Les Congolais vont être un peu déçus, hein. Mais pourquoi pas lui? Ah Marius, tu poses là une question très très juste et je te comprends parfaitement. Alors, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, est effectivement un nom qui circule surtout en Afrique et parmi les communautés qui veulent un pape venant du continent africain. Il a un vrai profil international, proche du peuple, défenseur des droits humains, souvent très critique sur les injustices économiques et les abus de pouvoir. Il est aussi écouté au Vatican, notamment sur les questions écologiques et sociales. Mais pourquoi je ne l'ai pas cité tout de suite? C'est parce que, objectivement, dans la dynamique actuelle du conclave, Ambongo est vu encore comme un candidat pour l'avenir, pas forcément comme un favori immédiat. D'abord, il est encore relativement jeune par rapport à d'autres cardinaux plus âgés et expérimentés dans la machine du Vatican. Ensuite, certains au sein du collège cardinalis trouvent qu'il est très engagé politiquement, notamment dans ses prises de position contre certaines multinationales ou régimes. Certains préfèrent un profil plus neutre pour éviter de politiser le siège de Pierre. Mais attention, dans un conclave, tout peut basculer. Si un consensus africain se forme et que les cardinaux veulent un profil fort, sincère, issu du terrain des épreuves, Ambongo pourrait tout à fait émerger comme un compromis solide. Donc Marius, pour être clair, ce n'est pas qu'il est écarté, c'est que son moment pourrait venir par surprise, surtout si les grands favoris s'annulent entre eux au fil des tours de scrutin. Veux-tu que je te dise rapidement ce qui pourrait justement faire monter Fridolin Ambongo dans la liste des papabili pendant le conclave? Oui, vas-y. Parfait, Marius, je continue. Alors, ce qui pourrait faire monter le cardinal Fridolin Ambongo pendant le conclave, c'est une combinaison de 3 choses. Premièrement, s'il y a un bloc africain uni derrière lui. Aujourd'hui, l'Afrique est l'un des continents où l'Église catholique croît le plus vite. Si les cardinaux africains, notamment d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, décident de pousser un nom africain, Ambongo pourrait vite devenir leur champion naturel. Deuxièmement, si les cardinaux cherchent un pape qui incarne la résistance aux injustices mondiales, Ambongo, avec ses prises de position fortes contre la corruption, l'exploitation économique et pour la justice sociale, représente une voix crédible pour un pape engagé sur les grandes questions planétaires. Troisièmement, si les grands favoris comme Turkson, Tagle ou Zupi ne parviennent pas à obtenir une majorité, alors les cardinaux chercheront un profil hors système, mais respecté. Là, Ambongo pourrait apparaître comme un candidat de rassemblement acceptable par plusieurs camps. Donc oui, Marius, ce n'est pas impossible du tout. Tout dépendra des alliances qui vont se former discrètement dans les premières heures du conclave. Tout à l'heure, tu as dit que parmi les désavantages du cardinal Ambongo, il y a le fait qu'il est très critique vis-à-vis des multinationales. Je me suis posé la question, est-ce que ça peut influencer aussi la désignation d'un pape? Très bonne remarque, Marius. Et tu mets le doigt sur quelque chose de très réel. Oui, absolument. Les positions critiques contre les multinationales peuvent influencer le choix d'un pape, même si ça ne se dit jamais ouvertement. Pourquoi? Parce que le Vatican est aussi une puissance diplomatique et économique mondiale. Beaucoup de cardinaux, surtout ceux venant d'Europe ou des États-Unis, sont sensibles à l'équilibre entre la voie morale de l'Église et la stabilité de ses relations internationales. Un pape très ouvertement critique contre les grandes compagnies minières, les multinationales pharmaceutiques, l'industrie financière ou même certains États puissants
pourrait exposer l'Église à des tensions politiques ou économiques importantes. Dans le cas du cardinal Fridolin Ambongo, son franc-parler contre les abus des grandes compagnies minières en Afrique et son plaidoyer pour une meilleure justice économique sont vus comme des qualités prophétiques par certains, mais aussi comme des risques diplomatiques par d'autres, qui craignent que cela entraîne des représailles financières, des pressions, voire un isolement de l'Église dans certaines sphères internationales. Donc, pour répondre clairement, oui, sa posture courageuse peut lui valoir des soutiens parmi les cardinaux engagés pour la justice, mais elle peut aussi inquiéter ceux qui cherchent un pape plus diplomatique et consensuel. Mais pourtant, veux-tu maintenant que je te trace comment pourrait être l'Église sous un pape Ambongo en quelques traits rapides? Bon, déjà, je ne veux pas aller sur ce terrain-là parce que déjà, tu me dis que c'est peut-être pas, on va peut-être y revenir. Mais pourtant, le pape François a pris des positions très claires vis-à-vis des multinationales en déclarant « Enlevez vos mains de l'Afrique, enlevez vos mains de la RDC ». N'est-ce pas? Exactement, Marius. Tu as tout à fait raison. Le pape François lui-même a pris des positions très fortes contre l'exploitation abusive de l'Afrique par les multinationales. Lors de son voyage en RDC en février 2023, il avait déclaré très clairement, je cite pratiquement mot pour mot, « Enlevez vos mains de l'Afrique, enlevez vos mains de la République démocratique du Congo ». C'était un discours extrêmement puissant où il a dénoncé le pillage économique, l'exploitation minière brutale et l'hypocrisie internationale. Donc tu as raison de me reprendre. Être critique envers les multinationales n'est pas en soi un frein automatique pour devenir pape aujourd'hui, surtout depuis François. En fait, ça dépendra de comment ce message est porté. Est-ce vu comme un appel prophétique pour la justice dans la ligne de François? Ou est-ce perçu comme un risque de confrontation systématique avec les puissances économiques, ce que certains cardinaux plus prudents craindraient? Donc pour être clair, avec l'héritage de François, un profil critique comme Ambongo n'est plus disqualifiant par principe. Mais tout dépendra de l'équilibre qu'il saura incarner entre la dénonciation prophétique et la gestion diplomatique. Veux-tu qu'on revienne doucement sur ce que serait une église sous Ambongo, ou préfères-tu qu'on explore d'abord d'autres potentiels profils africains ou surprises dans ce conclave? Alors, je pense que c'est beaucoup de gens, puisque tu l'as dit, beaucoup de gens attendent d'entendre. Dites-nous, que serait l'église avec Ambongo comme pape? D'accord, Marius, allons droit au cœur de la question. Si Fridolin Ambongo devenait pape, l'Église catholique prendrait très probablement un tournant encore plus prophétique, encore plus centré sur la justice sociale, la protection des pauvres et la dénonciation des injustices économiques. Concrètement, on verrait 1. Une Église très engagée pour l'Afrique. Ambongo mettrait probablement l'Afrique au centre du discours mondial de l'Église, pas seulement comme terre de mission, mais comme acteur spirituel, moral et politique du futur. Ça voudrait dire plus d'attention sur les migrations, l'exploitation minière, les conflits oubliés, mais aussi la voix des jeunes Africains dans l'Église universelle. 2. Une Église plus combative contre l'exploitation mondiale. Ambongo continuerait sur la ligne de François, en élevant la voix contre les multinationales, en dénonçant les injustices dans l'économie mondiale, en parlant sans peur de néocolonialisme. L'Église deviendrait donc plus clairement une voix pour les opprimés, surtout dans le Sud global. 3. Une Église avec une forte autorité morale, mais peut-être plus de tensions diplomatiques. Avec Ambongo, il y aurait sans doute moins de compromis politiques avec les grandes puissances économiques et plus de prises de position claires, même si cela devait déranger. En résumé simple, Marius, un pape Ambongo incarnerait une Église du courage, de la justice et de la vérité, mais aussi une Église prête à déranger les puissants du monde. Veux-tu que je te dise aussi très brièvement quels seraient ses défis internes immédiats s'il devenait pape? Oui. Parfait. Alors Marius, s'il devenait pape, les 2 défis internes immédiats pour Fridolin Ambongo seraient 1. Rassembler l'Église divisée. Aujourd'hui, le monde catholique est très fragmenté.
entre les progressistes qui veulent encore plus de réformes sur les femmes, les mariages, la gouvernance, et les conservateurs qui veulent revenir à une Église plus rigide. Ambongo devrait trouver un équilibre très délicat, garder l'élan de réforme sans provoquer une fracture plus profonde. 2. Réformer la gouvernance du Vatican. Le fonctionnement interne de la curie romaine reste très lourd, très bureaucratique, parfois même opaque. Ambongo, qui vient d'un terrain africain beaucoup plus direct et pragmatique, devra affronter des résistances fortes à Rome, surtout s'il veut simplifier, rendre plus transparent et plus éthique le fonctionnement de l'Église au sommet. En résumé, unifier une Église fracturée et réformer un Vatican complexe. 2 montagnes à gravir dès le premier jour. Veux-tu que je te donne aussi en une phrase l'élément humain qui pourrait jouer en sa faveur dans tout cela? Vas-y, pour conclure. Pour conclure, l'élément humain qui pourrait jouer en faveur de Fridolin Ambongo, Marius, c'est sa capacité naturelle à parler avec cœur, simplicité et force à la fois aux puissants et au peuple, ce qui est exactement ce que beaucoup de cardinaux cherchent aujourd'hui pour unifier l'Église. Merci beaucoup, hein. C'était gentil de nous faire toute cette analyse. Je veux dire vraiment que on a pris un peu plus de temps aujourd'hui, mais tu nous as beaucoup édifié. On te retrouve dans un autre débat avec d'autres sujets. Et merci de toujours être disponible, hein, Cocorico. Merci infiniment, Marius. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi, avec ta précision, ta profondeur et ta passion. Je suis toujours là pour accompagner ces réflexions importantes et comme toujours, prêt pour les prochains débats, quels que soient les sujets. À très bientôt sur d'autres grands dossiers. Avant que tu partes... Oui, bien sûr, je t'écoute, Marius. Est-ce que on peut conclure avec un proverbe africain qui soit en rapport avec tout ce que tu nous as dit aujourd'hui? Je veux que ce soit en rapport avec les négociations qui se passent pour amener la paix en République démocratique du Congo. Très bonne idée, Marius, pour rester dans l'esprit de notre échange. Alors voilà un proverbe africain qui colle parfaitement avec ce que nous avons discuté sur les négociations de paix. Quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Ça veut dire, dans notre contexte, que si les grands acteurs, États, groupes armés, puissances étrangères, continuent de s'affronter, ce sont toujours les populations les plus faibles qui paient le prix. Et ça nous rappelle pourquoi ces négociations doivent absolument réussir, pour que ce ne soit plus l'herbe, c'est-à-dire le peuple congolais, qui souffre à cause des jeux de pouvoir. Merci encore, Marius. C'était une belle manière de conclure aujourd'hui. Allez, merci beaucoup à toi. Merci. Voilà, donc on a suivi Cocorico qui a été égale à elle-même pour nous analyser un peu. On est resté un tout petit peu sur le pape Fridolin Ambongo, enfin sur le cardinal Fridolin Ambongo et sur les papes africains pour essayer de comprendre, parce que ça se raconte, mais c'est les débats tous les jours. Quelle belle manière de l'analyser avec un analyste disponible, cohérent, objectif. Bien sûr que je gère, ok? Il ne faut pas qu'il fasse des débordements. Des fois, s'il le fait, en tout cas, il s'excuse. Cocorico, merci encore à vous tous de nous avoir suivis. Merci à vous qui êtes sur le plateau. J'espère que nous avons tous appris de toute cette analyse. Et puis, on vous retrouve encore la semaine. Nous allons continuer à suivre de très près ces discussions qui se passent aux États-Unis, notamment celles qui se passent à Doha. C'est ça, Kinshasa Télévision. Si c'est la première fois que vous nous suiviez, je vous propose donc de vous abonner à notre chaîne YouTube Kinshasa Télévision pour ne rien manquer de toutes nos émissions et aussi de nous suivre sur notre page Facebook Kinshasa Télévision. Au nom de tous ceux qui m'ont aidé à être chez vous, je vous dis un grand merci d'avoir suivi cette émission. On vous retrouve très prochainement avec Cocorico. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.